Bonjour à tous, on va poursuivre cette journée avec un sujet un peu technique et peut-être un peu même philosophique, l'impact de la CSRD sur le monde de l'intérêt général. Alors, en quoi cette réglementation européenne sur le reporting de durabilité, qui est destinée aux entreprises, notamment les plus grandes, impacte-t-elle le monde de l'intérêt général? Et qu'est-ce que l'intérêt général d'ailleurs? On en parlera tout à l'heure. Alors, pour préparer cette table ronde, je me suis plutôt penchée sur le fil, la raison d'être de cette CSRD que je connais bien puisque je travaille dessus en tant que journaliste spécialisée sur ces questions de transformation écologique et sociale pour les entreprises et les investisseurs depuis un petit moment. Donc en remontant le fil de la CSRD, qu'est-ce qu'on trouve donc? Le Green Deal, cette réglementation européenne qui vise un intérêt général, puisque ça doit permettre au plus grand nombre de vivre le mieux possible dans les prochaines années, en luttant contre le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité. Et ces deux défis environnementaux, ils touchent, on le sait peu finalement, les publics et les territoires les plus vulnérables. Et donc tout ça doit être fait aussi en luttant contre les inégalités sociales. Donc la CSRD, elle doit notamment permettre aux entreprises de contribuer à cet objectif et aux investisseurs de pouvoir investir en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est l'objectif. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs dans une logique de transition juste? Ça, c'est toute la question. Et donc, comment est-ce qu'on intègre le monde de l'intérêt général? Voilà, c'est la grande question qu'on va se poser avec nos 4 intervenants. Merci à vous 4 d'être ici aujourd'hui. Donc, Sophie Chassa, vous êtes vice-présidente durabilité du cabinet de conseil financier Accuracy. Vous êtes aussi administratrice de plusieurs sociétés et puis vous êtes d'abord philosophe. Vous vous intéressez depuis des années à la question du sens dans les organisations. Hubert Tondeur, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables et titulaire de la chaire de comptabilité et gouvernance du CNAM. Egline de Ginestou, vous êtes directrice des relations institutionnelles du groupe Unibail-Rodamco-Westfield, mais vous avez aussi travaillé en cabinet ministériel, notamment auprès de Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher ou Roland Lescure, notamment sur la loi Pacte. Et Nathalie Layani, vous êtes directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts et vous êtes aussi présidente du Forum pour l'investissement responsable, le FIR. Alors, avant de commencer cette table ronde, j'avais envie de faire un petit point sémantique, puisque ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui se cache derrière l'intérêt général. Et Sophie Chassa, vous avez travaillé beaucoup sur cette question. Donc, est-ce que vous pouvez nous brosser très rapidement ce qu'est l'intérêt général et ce qui n'est pas? Oui, ça fonctionne. Oui, avec plaisir. Alors, l'intérêt général se situe depuis plus de 200 ans au cœur de la pensée politique et juridique française comme finalité ultime de l'action publique. C'est une notion républicaine qui apparaît au XVIIIe siècle et qui vient remplacer la notion de bien commun qui avait des connotations morales et religieuses très fortes. Donc intérêt général contre bien commun, si je résume, c'est Rousseau contre saint Thomas d'Aquin. Et l'intérêt général, c'est l'expression de la volonté générale qui transcende la somme des intérêts particuliers, qui exprime donc la souveraineté populaire. Bref, ça n'est pas rien. Et ça signifie que quand on parle d'intérêt général, il faut manier cette expression avec précaution, notamment quand on l'applique au sujet des contributions des entreprises. Si vous me permettez encore 2 petites choses. D'abord, il ne faut pas la confondre avec d'autres expressions où le terme d'intérêt est présent. Article 1833 du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social. Une entreprise, elle s'organise pour pérenniser son activité, protéger son corps social, et donc elle est organisée autour de cette notion d'intérêt social. Depuis la loi Pacte, il y a un intérêt social élargi, puisqu'on a ajouté à cet article 1833 le fait qu'on prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Autre notion très intéressante, au cœur du rapport Nota-Sénar, qui a inspiré l'inscription des notions de raison d'être et de mission dans le droit français,
La mission qui avait été donnée à Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, c'était entreprise et intérêt général. Le rapport qu'ils ont rendu, c'est entreprise objet d'intérêt collectif. Et ils ne l'ont pas fait innocemment. Ce qu'ils ont dit, c'est que l'intérêt général, c'est, comme je vous le disais, une notion tellement... c'est la finalité ultime de l'action publique. Et donc l'entreprise, ce dont elle va s'occuper, c'est d'un intérêt collectif, l'intérêt de son corps social, l'intérêt des communautés avec lesquelles elle coopère, des territoires sur lesquels elle agit, des parties prenantes qu'elle a, donc par exemple les fournisseurs dans sa chaîne de valeur. Donc c'est un intérêt collectif déterminé. Elle n'embrasse pas l'entièreté de l'intérêt général, parce que ça pose quand même question de se dire que ce sont des organisations d'intérêt privé qui vont s'occuper de l'intérêt général. Ça pose la question de la défausse des politiques sur les entreprises. Et pour les entreprises qui s'emparent de cet objet conceptuel qui est l'intérêt général, ça veut dire qu'il faut le faire avec précaution, en faisant attention de ne pas confisquer le jeu démocratique, d'intégrer les citoyens dans ces actions d'intérêt général. Donc voilà, je trouve que la notion d'intérêt collectif est particulièrement intéressante. Ça permet de poser un petit peu le cadre. Je ne sais pas si vous vouliez réagir à cette définition, Nathalie. Oui, volontiers. Alors, voilà, à la Caisse des dépôts, notre mission, c'est de financer l'intérêt général puisqu'on gère l'épargne des Français. Le groupe Caisse des dépôts centralise 60% de l'épargne réglementée, celle du livret A, du livret de développement durable. Alors moi, j'aime bien la définition d'Amartya Sen, celle de la théorie du choix social, qui montre bien que on ne peut garantir l'intérêt général en agrégeant les préférences individuelles, mais qu'il faut une décision supra-intérêt individuel, donc une décision qui se situe bien au niveau collectif et qui fait le lien avec les besoins essentiels. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi les définitions chez Amartya Sen, parce qu'elle recouvre bien la notion de couverture des besoins essentiels, empowerment, et donc ça revient à se demander comment on va faire en sorte que chacun ait accès à une éducation, à une formation, à la nourriture, à tout ce qui fait les biens communs. Et donc l'enjeu, notamment dans un pays comme la France, c'est de faire en sorte de garantir cet intérêt sur l'ensemble du territoire en utilisant la péréquation, etc. Et au sein du groupe Caisse des dépôts, c'est ce que nous faisons en ayant mis dans notre raison d'être, justement, l'amélioration de la vie de toutes et tous. C'est très ambitieux, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Egline de Genestou, vous vouliez rebondir là-dessus ou... Oui, juste un point. Nous, on a eu l'occasion, justement, on en reparlera, de réfléchir à cette notion quand on a fait le rapport d'impact. Et justement, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on est légitime à essayer de mesurer et d'intervenir sur ce champ ? Et donc, on est revenu vraiment à l'origine de se dire, voilà, quelle est la différence ? Est-ce que c'est la responsabilité de l'État, le res publica, ou le res communis, le bien commun ? Et donc nous, on a eu aussi cette réflexion de se dire, voilà, un centre commercial, c'est aussi un lieu où du SDF à la personne la plus aisée, vous pouvez passer une journée entière sans dépenser 1 euro, alors que c'est un lieu privé. Donc il y a cette notion de forum d'entente, voilà, on a notre part, en tout cas très humblement et à notre niveau, pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Je vous avais prévenu, ce n'était pas qu'un sujet technique, c'était aussi un sujet philosophique. Oui, non, mais je rajouterais juste simplement une petite définition, mais tout à fait personnelle, qui serait de dire que l'intérêt général, finalement, ce sont les conditions générales du bien vivre ensemble, en fait, et de long terme, et qui vont faire que notre société va fonctionner, qu'elle va vivre avec les ressources dont elle dispose et qu'elle va pérenniser ses ressources et qu'elle va travailler sur l'ensemble des dimensions que vous évoquiez tout à l'heure avec la CSRD, puisque lorsqu'on est sur l'environnement, le social et la gouvernance, on est pleinement sur les 3 dimensions qui ne sont pas simplement focalisées sur l'environnement dont on peut nous parler, pas seulement sur le social et pas seulement sur la gouvernance. Et là, on est vraiment sur le triptyque ou le trépied qui permet à la société de fonctionner et qui nous permet tous de vivre ensemble dans une perspective de long terme. Et alors, quel type d'indicateurs, puisqu'on parle de reporting, peuvent aider à mieux comprendre l'intérêt général, justement, dans une entreprise ? Alors, aujourd'hui, ça existe et ça n'existe pas. Parce qu'évidemment,
Comme vous le disiez fort justement, l'entreprise a un intérêt quand même relativement particulier qui est celui de ses actionnaires. Et aujourd'hui, l'entreprise a une vision, alors qui peut parfois être de long terme, mais qui est quand même centrée sur des objectifs relativement de court terme, puisqu'elle cherche une forme de profitabilité qui est aujourd'hui mesurée au travers des outils essentiellement financiers. Mais pas que, parce qu'on a quand même des dispositifs aujourd'hui plutôt sociaux qu'environnementaux qui ont été mis en place et que la France a été largement à l'origine de ça. Et la France est largement acteur de la CSRD. Et dans la CSRD, et je pense que c'est la mauvaise manière de le voir, c'est de le voir au travers des indicateurs. Et de dire finalement la CSRD, c'est 1283 indicateurs, et donc ça finit par faire peur à tout le monde. Alors qu'à l'intérieur de ces indicateurs, on a bien des découpages qui sont liés à des dimensions collectives, puisqu'on a des dimensions sociales, notamment sur les problématiques de rémunération, les problématiques de formation, les problématiques d'inclusion. Et on a une dimension un peu théorique de cette CSRD qui est celle à la fois des parties prenantes, mais qui est celle aussi de la double matérialité, qui fait qu'on n'est pas simplement sur l'impact pour la société de ces situations, de ces problématiques, on est aussi sur l'environnement qui interagit avec l'entreprise. Et cette notion théorique et pratique et très opérationnelle finalement de double matérialité, c'est vraiment ce qui fait que l'entreprise interagit avec son environnement, et ça n'est pas quelque chose qui est unique, qui ne va que dans le sens de l'organisation d'entreprise et de sa performance. Donc ce sont vraiment, et on pourrait lister toute une série d'indicateurs assez opérationnels que l'on retrouve dans la CSRD, qui permettent à la fois sur la notion d'environnement et sur la notion de gouvernance, d'avoir des éléments qui permettent, notamment sur la gouvernance, les problématiques de corruption, les problématiques de transparence, sont des vrais éléments de vivre ensemble, sont des vrais éléments d'équité, et on retrouve totalement ces indicateurs dans cette CSRD. Alors, à quelles conditions, justement, cette CSRD peut permettre de reporter sur l'intérêt général, Sophie Chassa? Donc, la question, c'est est-ce que la CSRD va amener les entreprises traditionnelles à agir davantage pour l'intérêt général? Alors, d'abord, ça n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de produire une information ESG de qualité, pertinente, fiable, la plus objectivée possible et comparable. Si vous lisez tous les drafts, les plus de 500-600 pages des drafts de l'EFRAG, le groupe de travail qui a préparé le cadre de la CSRD, vous ne trouvez nulle part l'expression d'intérêt général. Donc on est vraiment dans un exercice de transparence et pas dans un exercice d'incitation à l'action. Donc c'est important de le rappeler. Parce que, en fait, plus qu'une conversion à l'intérêt général, la CSRD permet un intérêt généralisé pour l'ESG, pour les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà un énorme pas en avant parce que ça concerne beaucoup plus d'entreprises que celles qui précédemment étaient contraintes de reporter sous le cadre d'une déclaration de performance extra-financière. Et donc on parle de 50 000 entreprises à peu près en Europe. Oui, exactement. Ceci étant dit, tout va quand même dépendre de la manière dont les entreprises prennent l'exercice. Si elles le prennent comme un simple exercice de compliance, comme un pensum administratif de façon très procédurale et formaliste, et qu'elles font gérer ce sujet par des techniciens experts dans les organisations sans que ça remonte réellement au niveau des organes de gouvernance que sont un conseil d'administration et un COMEX, ça ne va pas donner grand-chose. En revanche, si elles prennent l'exercice de façon stratégique, si elles se posent les questions sérieusement, qui sont comment on intègre ces enjeux de durabilité à la stratégie, à la gouvernance, comment ça fait évoluer nos modèles d'affaires, à ce moment-là, oui, l'intérêt général, ces questions-là vont rentrer dans les réflexions stratégiques et vont faire bouger les choses. Alors, on a justement deux entreprises à disposition. Egline de Genestou, comment est-ce que vous avez pris cette CSRD et justement comment est-ce que vous allez sur peut-être un plan plus stratégique pour dépasser ce côté rébarbatif des indicateurs et un petit peu compliance? Moi, je rejoins complètement ce qui... Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la CSRD, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, et ça dépend comment on le prend.
Donc nous, on a reporté en CSRD dans le rapport annuel de cette année, 1 an à l'avance. Je pense qu'on est l'une des premières entreprises à le faire. Et la manière dont on l'a fait, c'est trouver les grands sujets qui nous concernent, regarder toutes les mesures d'impact, regarder des benchmarks qui sont à la fois sur tous les secteurs et sur le secteur de l'immobilier, échanger avec nos parties prenantes, quelles que soient les parties prenantes internes, externes, et pouvoir faire la fameuse matrice de double matérialité et les analyses d'écart. Donc là, on l'a déjà publié. Alors évidemment, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. On approche ça de manière très humble et voilà, c'est quelque chose qui va s'appliquer dans le temps. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que ce qui nous a drivé, c'est pas du tout reporter en CSRD. Et la raison pour laquelle on est capable de reporter dès cette année, 1 an à l'avance, c'est parce que c'est une question de leadership, c'est une question de stratégie et c'est une question aussi d'opération, de la manière dont vous faites ça. C'est une question de leadership parce que dès la prise de fonction de Jean-Marie Tritant, le CEO du groupe, en 2021, et quand il a présenté la stratégie en 2022, il a annoncé aux investisseurs qu'il reviendrait en 2023 pour présenter un plan de RSE ambitieux. C'est une stratégie aussi parce que ça fait longtemps dans la durée que cette stratégie elle a été réfléchie dès 2016 et la stratégie du coup Better Places qui dès 2016 s'était engagée à être net zéro à 2030. Et c'est parce qu'il y avait cet engagement que l'année dernière, on a pu s'être engagé à aller au-delà de net zéro scope 1-2 et on était la première foncière à s'engager à être net zéro jusqu'au scope 3 en 2050. Et donc c'est cette leadership, stratégie long terme et les opérations. En fait, ça a été mené par Sylvain Moncouquiol et Clément Janin qui avaient déjà contribué à la mise en place du premier plan. Et comme ils sont aussi en charge des ressources, en fait, ils ont intégré toutes les équipes. C'est-à-dire que tous les pays, toutes les équipes se sont demandé comment on contribue à ce plan. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler sur certaines innovations comme le Sustainable Retail Index. Quand on se dit centres commerciaux, on se dit mais franchement, voilà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et donc nous, on a travaillé à ce premier label et sur lequel on veut travailler sur une coalition pour se dire bon bah voilà, c'est pas du name and shame, mais on travaille avec nos enseignes pour changer le mix produit. Donc nécessaire, pas suffisant. Et puis c'est ce dont je parlais. On s'est aussi dit, je rebondis sur ce qui a été dit. Voilà, pour l'intérêt général, il faut aller plus loin parce que c'est le E, le S, le G. Mais comment on fait sur l'intérêt général ? D'où le rapport d'impact qu'on a publié en début d'année et qui était le premier, qui était de l'immobilier commercial à regarder les 3 dimensions plus l'intérêt général. Donc voilà, c'est un peu un mix des deux, je dirais. Donc on parlera de l'impact, du rapport d'impact tout à l'heure. Nathalie Layani, comment est-ce que vous avez pris cette question en main ? Alors, dans le monde des institutions financières, d'abord, on prend CSRD en tant qu'entreprise, puisque nous sommes assujettis également à cette directive qui va apporter plus de transparence, mais aussi, ça a été dit, qui apporte une impulsion pour obliger en fait les institutions financières et les entreprises à vraiment se fixer des trajectoires et des cibles sur tous les sujets du développement durable, de l'ESG. Je sais qu'il y a des craintes sur la façon dont CSRD va être utilisé, notamment pour réorienter les financements. Moi, je veux vraiment insister sur le fait que, justement, ce que va nous permettre CSRD, c'est d'obliger les institutions financières et les entreprises, pas seulement à s'intéresser à leur impact environnemental et à se fixer des cibles de décarbonation carbo-centrées, mais bien d'abord sur les questions environnementales, à prendre en compte l'ensemble de leurs enjeux et de leurs impacts environnementaux, et donc pas seulement sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, les sujets d'épuisement des ressources, donc l'ensemble des limites planétaires. Et puis sur le reste, il y a bien dans CSRD des obligations sur l'ensemble des aspects des impacts sociaux, donc pas seulement les sujets de ressources humaines et de bien-être des collaborateurs, mais aussi les sujets d'impact sur les communautés affectées. Et donc précisément comment on va, chez les bénéficiaires finaux de notre activité, créer des bénéfices en termes d'intérêt général notamment. Et puis il y a aussi, alors ça ne fait pas partie des normes des fameuses ESRS qui vont être utilisées en premier, mais il y a aussi les sujets d'impact finaux sur les clients et les bénéficiaires de votre activité. Donc, normalement, si vous utilisez bien CSRD, que vous soyez une institution financière ou une entreprise, vous êtes censé vous fixer une ambition, une stratégie sur toutes ces thématiques, et pas seulement environnementales. Et puis, les investisseurs eux-mêmes, évidemment, pour certains, et je parle surtout des investisseurs responsables, et la Caisse des dépôts en a fait partie, nous avons appelé de nos voeux cette directive
même si elle comporte beaucoup d'indicateurs, parce que ça va nous permettre justement de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des entreprises que nous avons à financer. Et on va enfin avoir un référentiel qui nous permet vraiment de comparer la performance en matière de durabilité de l'ensemble des entreprises. Alors, en sachant que, et je m'arrêterai après là-dessus, qu'il y a différentes sortes d'investisseurs et il y a différentes sortes de problématiques quand on parle de financement du développement durable. Il y a d'un côté les investisseurs qui se comportent comme des gestionnaires d'actifs, c'est-à-dire qui investissent dans des actions et des obligations d'entreprise. Et évidemment, CSRD va leur permettre de mieux maîtriser les risques qu'ils prennent en matière extra-financière quand ils investissent. Donc, ils vont regarder la partie risque de CSRD, mais aussi, bien sûr, la partie impact. Et puis, vous avez d'autres catégories d'investisseurs qui, justement, cherchent à maximiser leurs impacts extra-financiers, au travers, notamment, de prises de participation dans des fonds à impact. On avait une réglementation européenne qui nous disait ce que c'était que le financement à impact, mais qui n'était pas précise justement sur ce qu'on mettait en termes d'impact social et environnemental. Là, avec CSRD, on va avoir plus de matière pour identifier quels sont les impacts finaux justement sur toutes ces thématiques. Et puis, vous avez des investisseurs qui financent des projets en direct. C'est aussi ce que fait la Caisse des dépôts au travers de la Banque des territoires, en prêt ou en investissement. Et là, alors CSRD ne s'applique pas à toutes les entreprises, notamment pas aux PME et aux entreprises de l'ESS, mais on y reviendra. Mais ça va quand même permettre aussi eh bien, de mieux rééquilibrer la valeur financière et la valeur extra-financière. Au sein du groupe Caisse des dépôts, c'est ce qu'on a mis en place au travers de grilles de cotation ESG. Donc on essaye de ne pas avoir les yeux rivés sur le taux de retour sur investissement, mais aussi de prendre en compte ces impacts-là. Avec le reporting de durabilité, on va pouvoir avoir plus de matière objective pour mieux orienter nos financements vers les entreprises à impact, justement. Ouais. Et donc effectivement, il y a les conditions. Donc parmi les conditions, il y a effectivement la question du sens, la question du travail en commun, et puis aussi le fait de voir les choses de façon peut-être plus globale. Vous, comment est-ce que vous voyez tout ça, Hubert Tonder, et est-ce que vous voyez que les entreprises sont dans cette voie aussi de prise en compte de toutes ces conditions? Elles le sont plus ou moins aujourd'hui, surtout en fonction de leur taille finalement, parce que bien évidemment, historiquement, sont quand même les plus grandes entreprises, parce que ces problématiques de normes finalement se mettent en place en fonction de seuil. Et généralement, ce sont plutôt les entreprises qui sont contraintes par un seuil à une obligation qui les mettent en place. Celles qui le font de façon volontaire le sont plus marginalement. Mais on peut quand même noter que les FRAG a très vite, et le sujet est en cours de discussion, mais rapidement écrit un texte volontaire pour les PME, qui aujourd'hui est en discussion, sur lequel la France est en train de répondre, et donc met un dispositif qui va au-delà finalement de ce qui est obligatoire pour les entreprises qui vont dépasser ces seuils, parce que notamment on a cette problématique de chaîne de valeur et de remontée de l'information, mais on essaye d'entraîner le plus possible l'ensemble de l'écosystème des entreprises à contribuer à une information solide. Parce que n'oublions pas que ces normes ne sont pas ne sont pas des objectifs, effectivement. Les normes, ce sont des baromètres, finalement, ou des thermomètres, plutôt, puisqu'on peut peut-être jouer sur la température, mais sur l'atmosphère, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va plutôt mesurer la situation, et en fonction de cette mesure, le politique pourrait aussi prendre des décisions pour faire évoluer les choses. Et en même temps, cette mesure, comme elle va être commune à un certain nombre d'entreprises, elle va être transparente, elle va être de qualité, elle va être comparable. Et donc ensuite, ce sont les parties prenantes qui peuvent aussi interagir avec l'entreprise au regard d'une situation donnée. Et ce sont aussi les dirigeants, au travers, comme on le disait précédemment, de leur modèle, de leur business model, de leur plan d'action et de leur stratégie, de leur politique, qui vont pouvoir influer sur leur situation. Parce que n'oublions pas que, contrairement aux normes comptables, ces normes CSRD sont quand même majoritairement des normes narratives. Ce ne sont pas des normes de mesure. Enfin, il y a des normes de mesure, évidemment, mais ce sont essentiellement des normes narratives, puisqu'on parle d'impact, de risque et d'opportunité, et on parle de comment l'entrepreneur, le dirigeant, le board, va prendre en compte dans sa stratégie l'ensemble de ces dimensions, comment il a l'information, comment il la traite, comment il est conscient de la situation et quelles sont les mesures qu'il prend pour les faire évoluer. On estime à 70% les données narratives versus 30% les données quantitatives. Donc ça, c'est une vraie révolution. C'est pas mesurer, ça peut être mesurer un écart salarial, ça peut être mesurer un taux d'emploi de personnes en situation de handicap, certes.
c'est surtout du narratif finalement, c'est quelle est ma stratégie, quelle est ma politique et comment je le mets en œuvre. Et ça, c'est quand même une vraie révolution. Et justement, sur la question sociale, qu'est-ce qu'on doit reporter aujourd'hui? Est-ce que l'ESS, par exemple, a sa place dans ces normes sociales? On sait qu'il y a les questions de rémunération, les questions RH, mais il y a aussi, par exemple, les questions de communauté, les questions de chaîne de valeur. Comment est-ce que l'ESS et le monde de l'entreprise, de l'intérêt général peut avoir sa place dans les normes ESRS sociales? Alors aujourd'hui, cet environnement est en dehors du champ de ces normes, de par leur structure juridique, en fait, finalement. Mais l'économie, ou les entreprises ESS, moi j'appellerais ça entreprises ESS parce que je suis commissaire aux comptes d'un certain nombre d'entreprises de ce secteur-là, et que moi j'appelle entreprises parce que finalement, elles ont souvent des activités économiques, parce qu'elles sont souvent des sous-traitants aussi de grands groupes, parce qu'on a aussi des obligations parfois sur ce domaine. Donc elles ont des activités économiques particulières avec des publics particuliers. Donc effectivement, elles contribuent à l'intérêt d'une catégorie de population en général. Et elles répondent aussi à des appels d'offres et elles vont être aussi dans les chaînes de valeur de ces entreprises. Donc elles sont déjà acteurs de cet environnement et elles vont y participer parce que naturellement, elles recherchent aussi du financement. Donc elles vont être obligées, pour obtenir du financement certainement, de répondre à un certain nombre d'indicateurs, de mettre en place des mesures et de montrer ce qu'elles font. La petite différence, c'est que c'est dans leur ADN, en fait, puisqu'elles travaillent déjà sur une dimension extrêmement particulière, extrêmement spécifique, et elles remplissent un besoin que ne remplissent pas ou que ne peuvent pas remplir, finalement, les entreprises, je dirais, classiques. Donc elles sont déjà pleinement dans le dispositif, et elles vont rendre compte de cette situation, de leur action. Donc elles y sont déjà. Maintenant, c'est le dispositif qui va leur permettre de reporter sur leurs actions. Mais elles y sont déjà, mais beaucoup ne sont pas concernés par les CSRD. Hein. Il y a seulement les mutuelles en fait, qui sont concernées. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce reporting de durabilité pour valoriser ce business model, justement ? Alors, en fait, il y a deux questions derrière votre question. La première, c'est effectivement, est-ce que la CSRD va concerner les acteurs du monde de l'intérêt général ? Comme l'a dit Hubert Tondeur, ça ne va pas concerner les associations, pas les plus petites entreprises de l'ESS, mais effectivement, les grandes entreprises de l'ESS, comme les coopératives ou les mutuelles, vont être concernées. Et d'ailleurs, fin février, le délégué ministériel à l'ESS, Maxime Baduel, a dit que la CSRD était une opportunité pour ces entreprises de valoriser leurs spécificités et, je cite, de polliniser l'économie traditionnelle. Donc effectivement par le partage de ces informations, de leurs modèles, etc. Et puis il y a une autre question qui est, est-ce que la CSRD va permettre aux acteurs du monde de l'intérêt général de mieux exercer leur rôle d'observateur et, le cas échéant, de lanceur d'alerte ? Et là, la réponse est oui, puisque comme les informations vont être partagées de façon publique, les rapports intégrés publiés, et à très court terme, ils devront être téléchargés sur une plateforme digitale avec les données taguées, etc. Tout ce travail d'observation, de comparaison sera facilité pour les acteurs du monde de l'intérêt général. Et effectivement, et d'ailleurs, il y a une chambre spéciale qui, dans le tribunal d'appel de Paris, qui va être créée pour les contentieux émergents, dont les contentieux de la CSRD. Donc on s'attend à ce que des ONG notamment ou des syndicats portent ces questions-là devant les tribunaux, donc exercent leur devoir de vigilance aussi sur ces questions-là. Est-ce que, Hubert Tondeur, vous disiez tout à l'heure que c'était dans l'ADN, quelque part, de l'ESS d'avoir ces questions d'intérêt général, mais est-ce que ceux qui vont reporter ont les bons indicateurs, la bonne mesure, parce qu'on a parlé toute cette journée des faiblesses aussi de la mesure d'impact, y compris pour les acteurs de l'ESS ? Alors, je vais faire un parallèle, alors, il n'est pas osé, mais il est purement technique, avec ce qu'on a connu il y a 25 ans avec les normes IFRS. Quand vous mettez un jeu de normes en place, il y a un temps d'adaptation, parce qu'il y a un temps de connaissance, il y a un temps de formation, il y a un temps d'adaptation, de création des outils. Donc il ne faut pas penser qu'à la première sortie, on va avoir quelque chose de totalement parfait. De toute façon, la CSRD a un temps d'adaptation, ce n'est pas 100% de la CSRD tout de suite,
puisque notamment sur les problématiques de chaîne de valeur, il y a 3 ans d'adaptation avant d'avoir une donnée consolidée et fiable. Donc il y a des informations que l'on peut éviter de donner en totalité également les 2 premières années. On n'a pas obligé de donner de l'EN-1. Enfin, donc il y a toute une série d'éléments facilitateurs pour avoir le temps de... Donc on n'aura pas toutes les informations tout de suite. Les outils vont se mettre en place. Ce qu'il faut bien voir dans la CSRD, c'est que le périmètre fait qu'il est quand même beaucoup plus compliqué de compiler une information lorsqu'elle commence à sortir de son champ, qui est en général celui du champ, alors là aussi c'est un peu technique, mais du champ financier, c'est-à-dire du champ de la consolidation de ses participations. Et lorsque vous êtes sur des notions notamment sociales, mais même environnementales, c'est très compliqué d'agréger des informations, parce que les situations juridiques, notamment, d'un pays à un autre, et même au sein de l'Union européenne, mais alors quand vous commencez à sortir de l'Union européenne, c'est très difficile. La problématique, par exemple, d'une personne en situation de handicap, pour mesurer dans un groupe internationalisé qui est en situation de handicap et qui ne l'est pas... Sachant qu'il n'y a pas de définition commune. Voilà, et c'est pas si simple que ça. Donc à un moment, il va falloir qu'il y ait aussi des positions de place pour dire ce que l'on entend pour tel ou tel type de situation, parce que ce qui est très important, et vous l'avez dit, c'est que cette information, elle doit à un moment donné être comparable. Elle est transparente, parce qu'on va la diffuser. Je crois que le modèle XBRL a été publié hier ou avant-hier. Donc on va avoir cette plateforme, et ça c'est une vraie innovation. J'espère que ça va fonctionner un petit peu mieux que la plateforme financière, parce que celle-là a beaucoup de mal à se mettre en place, mais ce sera très important de pouvoir capter l'information. Est-ce que vous parliez des parties prenantes? Je pense que ça c'est l'enjeu réel aussi au sein des entreprises, c'est de pouvoir construire leur modèle d'information, parce que leur modèle de données valide avec les parties prenantes. Donc là c'est aussi quelque chose qui est quand même un peu innovant, de se dire je vais construire le volume d'informations que je vais juger pertinent avec mes parties prenantes. Je pense qu'on n'a jamais vraiment fait ça au sein des entreprises en termes de diffusion d'informations, parce que là aussi, si on fait la comparaison avec les normes comptables historiques, dans les normes IFRS, il y a toujours d'ailleurs de l'information sectorielle, et à l'époque, quand c'est apparu, tous les dirigeants étaient un peu vent debout en disant mais on ne peut pas donner de l'information sectorielle parce qu'on va donner de l'information stratégique. Alors que je pense que la CSRD est clairement basée sur une information stratégique qui est finalement la survie de l'entreprise dans un environnement où les ressources ESG, où les contraintes, où les opportunités ESG sont de plus en plus prégnantes. Justement, comment est-ce qu'on va reporter sur le S de façon stratégique, et notamment en intégrant les questions d'économie sociale et solidaire aujourd'hui, par exemple, à la Caisse des dépôts? Alors, d'abord, je voudrais confirmer que pour les entreprises du secteur de l'ESS, CSRD peut être une opportunité. Encore une fois, j'entends les craintes et les inquiétudes sur le fait que les financements vont se réorienter massivement vers les entreprises qui ont un fort impact environnemental, mais ça a été dit, ce que va nous obliger à faire CSRD en tant qu'investisseur, mais aussi la directive qui arrive sur le devoir de vigilance, c'est bien vérifier que nos fournisseurs, nos sous-traitants respectent un certain nombre de critères de durabilité, et notamment sur les enjeux sociaux. Et franchement, en toute honnêteté, on ne savait pas tous très bien comment prendre le sujet. Là, maintenant, on a un référentiel digne de ce nom qui, encore une fois, va au-delà des simples sujets RH. Je vérifie qu'il n'y a pas de turnover et que l'index d'égalité femmes-hommes est bon chez mon fournisseur. Ce que nous oblige à faire CSRD et la directive sur le devoir de vigilance, c'est d'aller chercher un peu plus loin et de mettre en place des critères justement de sélection de nos fournisseurs qui reposent aussi sur le respect des droits de l'homme, sur les impacts sociaux finaux, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, la question, c'est finalement comment ces entreprises du secteur de l'intérêt général peuvent utiliser cet arsenal réglementaire. Si on met la taxonomie plus CSRD plus la directive de devoir de vigilance, on a là vraiment un référentiel global qui permet de valoriser en fait ce qui est caché, c'est-à-dire cette valeur extra-financière. Moi, je pense que pour ces entreprises, même si elles ne sont pas assujetties, évidemment, il peut y avoir une tentation à se dire alors je vais montrer comment je coche les cases de tous les indicateurs CSRD pour attirer les financements. Mais finalement, ce qu'on va rechercher en tant que financeur de l'intérêt général, c'est vraiment, encore une fois, l'impact. Donc moi, ce que je conseille aux entreprises du secteur de l'ESS et plus largement de l'intérêt général, c'est vraiment de se concentrer sur les impacts sur les bénéficiaires finaux.
Je suis une entreprise de l'ESS spécialisée dans la santé et, je ne sais pas, le grand âge. Je vais mettre en exergue, ça paraît une lapalissade, mais franchement, ça peut rapporter gros. Je vais mettre en exergue le nombre de personnes vulnérables que je vais accompagner, etc. etc. Je suis dans le secteur de l'éducation, de la formation, idem. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que pour les investisseurs, pour les entreprises, il ne s'agit plus simplement de dire... voilà le nombre d'euros que je vais mettre sur tel sujet de durabilité. On va devoir aussi rendre compte vraiment de nos impacts finaux et piloter ces impacts finaux et réduire surtout nos risques. Donc, si vous arrivez à mettre en exergue ces impacts finaux, vous attirerez les financements. Voilà. En tout cas, ceux des investisseurs engagés, peut-être. Voilà. Alors, juste un petit mot, puisque vous me demandiez ce que la Caisse des dépôts va faire. Évidemment, la Caisse des dépôts continue à mobiliser massivement des financements en faveur de l'ESS, donc 100 millions par an. Et puis, en fait, nous allons justement nous fixer des cibles sur tous les sujets d'intérêt général. Évidemment sur l'accessibilité à des logements abordables, donc la construction de 500 000 logements sur 2020-2024, le grand âge et la santé, les sujets de rénovation énergétique des logements sociaux et des passoires thermiques, etc., etc., et l'accompagnement des entreprises dans les secteurs, dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, nous on va se fixer une batterie de cibles sur tous ces enjeux d'intérêt général et ensuite... voilà, cet arsenal réglementaire nous permettra de mieux identifier les entreprises qui y répondent. Alors la CSRD n'est pas tout. Pour certains impacts, c'est très difficile de rentrer quand même dans le moule de la CSRD. Donc vous, chez Unibail, vous avez travaillé sur un rapport d'impact très spécifique sur les centres commerciaux et l'intérêt général. Alors, de prime abord, ça paraît un peu... étrange. Comment est-ce que vous êtes pris et pourquoi il fallait faire ce rapport spécifique sur l'impact justement en dehors des impacts des reportings réglementaires? Alors, pourquoi nous on l'a fait? Alors c'était dans cette démarche très globale dont je vous ai parlé, de se dire comment on met la stratégie Better Places au meilleur standard. Et donc ça faisait partie de chaque département. On s'est dit voilà, comment on contribue. Nous, ce qu'on a voulu se dire, c'est ce que vous dites, c'est qu'on se dit centres commerciaux, c'est quand même pas la première chose auquel vous pensez. Et je me rappelle, vous l'avez dit, quand j'étais conseillère au cabinet à Bercy de Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, notamment sur les sujets inclusion, j'avais été approchée par Unibail. Vraiment, le sujet de l'intérêt général me tient à cœur. Je travaillais sur la loi PAC, c'est pas la première chose auquel j'ai pensé. Et effectivement, en travaillant le sujet, vous vous rendez compte que, effectivement, chez Unibail, il y a 1 milliard de visites par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, effectivement, il y a une partie consommation, mais pas que. Parce que c'est des moments où aussi, on l'a montré dans le rapport, les gens viennent ensemble. Il y a une partie loisirs. Donc, en fait, on avait besoin de montrer ça, de mesurer. Notre mission, c'est créer des lieux durables qui réinventent le vivre ensemble. Le lieu durable, tout le monde voit à peu près ce que c'est, enfin, comment on peut le mesurer. Le E est très développé, il y a la taxonomie, climat, environnement. Réinventer le vivre ensemble, il y a quand même cette suspicion de greenwashing. Et pourtant, si vous regardez vraiment cette activité de près, vous vous dites, il y a quelque chose. Et ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc comment on le fait? Et c'était vraiment ce qui nous a drivé, c'est de se dire comment on mesure ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on a voulu regarder notre impact à 360 degrés, pas ce qu'on faisait classiquement, ce qu'on avait fait dans le passé, les études socio-économiques, c'est-à-dire la contribution au PIB, les emplois, les taxes. Mais là, vraiment regarder la contribution économique, environnementale, sociale et l'intérêt général, le qualifier et le quantifier. Deuxièmement, on a voulu interroger nos parties prenantes. Donc, on a regardé toutes nos parties prenantes et on leur a demandé voilà, qu'est-ce qui est important pour eux, comment eux, ils mesurent leur impact, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Donc, je vous caricature un peu, simplifie la discussion, mais quand on discute avec la mairie de Lyon, si eux, ils comptent le nombre d'arbres pour végétaliser leur ville et que nous, on leur dit on a végétalisé le toit de Lyon-Pardieu et transformé 7000 m² et végétalisé, on ne parle pas le même langage. On a regardé aussi ce qui est direct, indirect, induit et hébergé. Donc nous, je vous donne un exemple, les emplois, c'est 2700 emplois chez Unibail. Si on prend tout, c'est 133 000. Quand on se donne des objectifs de ce qu'on veut atteindre sur l'emploi, c'est pas la même chose. Et enfin, on a voulu vraiment systématiser l'approche au niveau européen, au niveau pays et dans chacun des 56 centres européens pour pouvoir avoir cette approche territoriale dont on a parlé. Et donc, ce qu'on veut, c'est
du coup augmenter notre impact. Et grâce à ça, notamment, on a fait un partenariat avec l'ONU Femmes. On a prêté nos écrans dans le monde entier pour la campagne du 8 mars, parce qu'en fait, ils ont réalisé que c'est pas juste un centre commercial, c'est une manière d'atteindre 17% de la population des pays. Et ensuite, on a monté une coalition avec le secteur de l'industrie de la ville, avec la Fondation Palladio et Meka Brunel, pour ce que vous avez dit, en fait, travailler sur des mesures de place pour dépasser juste le reporting plutôt qui est individuel. Alors, on me fait des grands signes sur le fait qu'on est en retard, donc on va s'arrêter là. Moi, ce que je retiendrai, c'est qu'effectivement, il y a une opportunité pour l'ESS avec la CSRD et qu'on peut aller aussi au-delà de la CSRD en allant travailler sur des reportings d'impact ad hoc. Donc voilà, pas mal de choses à inventer, notamment sur la mesure d'impact. Merci à tous. Et...